Je supplie. Je suppliais pour boire l'eau. Je suppliais pour manger. Qu'elle me laisse aller respirer. Elle ne voulait pas. Après, il faisait ça tous les jours. Tous les jours. Les 3, tous les jours. Je ne pouvais pas fuir. Je n'avais pas envie de me suicider. Tous les jours. Ça veut dire quoi? Il y avait plusieurs personnes qui passaient tous les jours. Les 3. Les mêmes 3. Les mêmes 3 tous les jours. Et un jour, j'en avais marre. Peut-être après 1 semaine ou 2 semaines. J'ai dit que je vais tout faire pour fuir. Non. Vous avez les 3 qui passaient tous les jours sans se protéger. Sans se protéger. Et j'ai dit, je vais tout faire pour fuir. Et j'ai pris le temps d'écouter maintenant aux portes pour savoir où est la cuisine, où est-ce qu'il dort. Et elle donne à manger? Pas du tout. Quand elle veut, je suppliais. Je suppliais. Les jours que j'étais fatiguée, je ne me lavais même pas. Parce que j'étais épuisée, je ne pleurais plus. C'est-à-dire que j'étais vide. Je ne pleurais plus. J'ai donc décidé que je vais fuir. Je vais trouver un moyen. Le jour qu'elle va venir ouvrir la porte, je vais la bousculer, je vais partir. Mais il fallait que je sache comment ça se passe. Où est-ce qu'on ouvre la porte? J'ai essayé d'écouter aux portes. J'ai essayé d'écouter. J'ai pris le temps. J'ai écouté. Et quand j'ai su que j'ai une idée, parce qu'ils avaient aussi des horaires où ils entrent, ils sortent. Quand le papa là est là, j'entendais sa voix. Quand le jeune là était là, il y avait particulièrement celui de 40 ans, il était dans la quarantaine, qui était toujours là à la maison, donc lui, il était toujours avec moi, il me violait toujours. Il pouvait passer même 3 fois la journée, il était toujours là. Et j'étais épuisée. J'étais épuisée, mon Dieu. Qu'il fallait que j'obéisse malgré moi. Le jour qu'elle est venue ouvrir la porte, je l'ai bousculée. J'ai essayé de m'enfuir, mais j'avais pas l'énergie. Et elle m'a repris, elle m'a renvoyé dans le placard. Et le soir, on m'a bien puni. Elle est venue même avec le chien. Il m'a forcé. Il a envoyé le chien sur moi. Son fils, je sais pas si c'était son fils, ils sont venus les 3. En même temps, j'étais en train de me débattre avec le chien. Je me débattais. Je comprends. Les 3 sont venus faire quoi? Me violer. C'était ça ma punition, de vouloir fuir. En me grondant, on me tapait. Et on a envoyé le chien sur moi pour que le chien me viole aussi. Mais là, je n'ai pas voulu laisser. Je me suis débattue. J'ai craché sur son visage. Je n'avais plus rien à perdre de toute façon. J'avais pas de téléphone, je n'avais rien. Donc moi, je m'en foutais même. Et ils m'ont laissé là. Ah, mon Dieu. Ils m'ont laissé là comme ça. Je me suis pas lavée pendant peut-être 1 semaine. Je n'avais pas la force. Je savais même pas comment me regarder dans le miroir. Parce que, mais c'était dur.
C'est ma première fois de dire ça comme ça. C'est ma deuxième fois. Mais là, je le dis et... J'ai décidé d'aller me laver et de me regarder en face parce que je n'arrivais pas. Je suis allée me regarder. Bizarrement, j'ai souri. J'ai ri même. Que yes, Tonya, tu es forte. Et moi, je me voyais toujours devant une salle. C'était comme une vision que je suis en train de parler aux gens. Et j'ai dit, je vais pas mourir. Je suis encore allée vers la fenêtre. J'ai encore vu une fille qui était dévouée à faire ce genre de travail, à subir ce que je sais qu'elle subit, mais à laisser accepter ça. Alors que moi, je viens de la liberté, je sors de la liberté, je ne concevais pas ça. Et puis, j'ai finalement accepté mon destin, qu'ils vont toujours passer, me violer. Ça a duré 1 mois et demi. Et je me réveille seulement à l'hôpital. À l'hôpital. À l'hôpital. Bref, ils voulaient être sûrs que je suis pas morte. On m'a renvoyée en cellule. J'ai fait encore peut-être 2 semaines là-bas. J'ai fait 2 semaines là-bas sans manger, sans boire de l'eau. Et il fallait que je sorte de là. Le suicide n'était pas une option. Fuir, tu ne peux pas fuir, c'est toujours fermé. Et il y avait un Bangladesh là qui a adopté leur culture totalement. Donc, elle est plus la sécurité que eux-mêmes. Parce que pour s'en sortir, vraiment, il fallait soit porter leur tenue complètement ou pas. Donc, elle avait déjà adopté leur façon de faire, leur culture et je ne pouvais pas fuir. Il fallait que j'invente une histoire. Comme je savais qu'ils n'acceptaient pas les personnes invalides, j'ai commencé à pleurer ma poitrine. J'ai dit que j'ai mal à la poitrine. La nuit, j'ai commencé à pleurer que ma poitrine. Donc, elle était obligée d'appeler que, pardon, il faut pas qu'elle vienne mourir ici, là. On m'a amené à l'hôpital, le médecin dit que je n'ai rien. Je l'ai regardé, j'ai dit que ma mère me donne toujours un remède noir, là, au village. Même Samuel Eto'o mange souvent ça. C'est ça que nous, on prend quand on a mal à la poitrine. Donc, il faut absolument, quand j'ai dit même Samuel Eto'o mange souvent ça, ils ont dit, OK, madame, ils vont me laisser partir. C'est comme ça qu'on me ramène au bureau. On me ramène chez ma patronne avec qui je me suis séparée. Elle donne mon passeport et c'est comme ça qu'on me renvoie au Cameroun. Et je rentre, je crois que ça va. Comme je suis rentrée au Cameroun, ça va, je suis libre. Pourtant, c'est même là où ma prison commençait. Parce que j'avais toujours l'impression que je peux pas marcher librement, que je dois être enfermée. Je restais debout à la maison. Il fallait que je fasse toujours, il fallait toujours que je travaille. J'étais toujours obligée d'être en train de faire quelque chose pour ne pas être réprimandée. Tu vois un peu le genre, j'étais traumatisée. Et puis je découvre que j'ai les pertes blanches. Vraiment énormes. Je suis allée à l'hôpital, je me doutais bien que je sois enceinte. Et je dis au médecin là que je sais que l'avortement n'est pas permis, mais ça là, je ne garde pas ça. Si c'est pas toi qui enlèves ça, moi je vais enlever, quitte à ce que je meure. Là, je dis à personne. Et il me regarde, il me demande que c'est quoi. Je n'ai pas eu le courage de lui raconter. Je n'avais pas trouvé, parce que je me suis remise en question. J'avais demandé pardon à Dieu plusieurs fois. Mais les choses ne faisaient que s'empirer. Donc, j'avais l'impression qu'il ne m'a pas pardonné. Mais au fond de moi, je disais que si tu aimes inconditionnellement, ça veut dire que toi, tu m'as pardonné. Si je suis au Cameroun, ça veut dire que ça va aller. Donc, j'ai dit au médecin là que je vais seulement enlever ça, même si je pars mourir sur une autre table. Je n'ai pas de problème. Il m'a demandé pourquoi et j'ai menti que le père de l'enfant m'a mal parlé. Et il a dit OK, il m'a aidé. Je me suis débarrassée de ça. Et c'est pas fini là. J'ai continué à avoir les douleurs, les pertes. Et
à l'époque, comme je voulais faire médecine, j'ai continué je me suis dit qu'il y avait un problème. Je suis allée faire les examens et le médecin m'a conseillé de faire le frottis. Et là, je découvre que j'ai le cancer du col. En phase, je crois que c'était encore au début. Je devais commencer même à expliquer comment à ma mère. Donc, dans ma tête, je ne trouvais pas la solution. Je me suis renfermée encore sur moi-même pour travailler mon état. J'écrivais mes prières. Jusqu'à présent, je les ai. J'écrivais mes prières. Je disais à Dieu que la maladie, c'est là. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas ça. Je priais sur mon eau, parce que déjà depuis le Liban, je priais sur l'huile d'olive. Je priais sur mon eau, je me lavais avec, je buvais et je parlais à l'eau là, que tu vas seulement me guérir. Je n'ai pas l'argent parce que j'ai tout perdu. En venant, je suis rentrée là avec les babouches de maison, de tapis là. Et je priais avec l'eau là. Je parlais à l'eau là. Je disais que moi, je ne peux pas souffrir. Je suis déjà ici, là. J'ai le droit de réussir. J'ai le droit à la santé. C'est comme ça que je prenais le temps. Je partais même à l'époque, on parlait de Simalène. Il y avait une petite rivière là, qu'on disait que c'est la rivière où c'est de 5 kilos. Je me rappelle plus trop. J'allais là-bas, je prenais l'eau, je buvais. C'est moi qui savais ce que je faisais. Je me lavais, je parlais, je faisais les neuvaines, je priais. Jusqu'à ce que je parte encore faire les examens. La femme là me dit, je dis que pardon maman, toi-même lis le résultat, je ne veux pas savoir. Elle me dit ça va, mais tu as fait comment? Qui t'a soigné? Tu es allé où? Il faut me dire là où tu as pris. C'était le remède traditionnel. Je laisse me regarder comme ça là, épuisée. Je ne savais même pas comment commencer. Je suis partie. Mais c'était une partie. Maintenant, il fallait affronter la société. Il fallait que je pardonne à la femme là. Parce que j'avais développé le syndrome de, je sais plus comment on appelle ça, mais je commençais à aimer le Liban. Ah, le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, voilà. Je voulais rentrer au Liban. Parce que je me disais que c'est là où je serais mieux. Là, je vais accepter donc travailler et finir et avoir l'argent comme je voulais. J'ai commencé même aussi à faire des petits, à faire une agence pour faire partie de notre vie. C'est après que je réalise que, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non. J'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que je ne me rappelais même plus d'abord de mon nom. Et j'étais dans une maison où j'étais pas bien encadrée. Pas chez ma mère, à Douala. J'étais chez une amie de ma mère. Et elle ne m'encadrait pas bien. Du coup, j'étais déséquilibrée. Donc, il fallait que je rentre chez ma mère. Étant chez ma mère, je réalise que ça ne sert à rien de repartir. Et j'ai aussi parlé à beaucoup de personnes, pas de fond en comble du problème, mais du projet de faire partie d'autres personnes. Et on me remettait en question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu peux pas avoir subi un peu de ce que tu as subi au Liban et puis tu veux, parce que je disais quand même que j'ai souffert là-bas et c'est pas facile avec le ménage, c'est trop de, donc ça m'a remis en question et j'ai arrêté. Et puis j'ai demandé à ma mère que maman, est-ce que je peux encore aller à l'école? Parce que je dis même mon nom, il fallait que je regarde ma carte. Et là, j'avais quel âge? Non, pas 25, j'avais déjà peut-être 22, 23 ans. Mais tu as mis combien de temps au Liban? 2 ans et demi. Et j'ai dit, ma mère m'a dit que oui, je peux encore aller à l'école. J'ai dit, je veux pas aller en Guayaquil parce que c'est touffu. J'ai pas besoin d'être éparpillée. Je veux un truc concentré. Et j'ai désiré faire santé de reproduction. Justement parce que on m'a trop violée. On m'a trop abusé. On a abusé de ma chair. Donc, je voulais comprendre comment ça se passe. C'est comme ça que je fais le concours. Je réussis et je commence à me documenter, à travailler sur moi.
Je marchais en route. Si il suffisait que quelqu'un vienne un peu trop près de moi, j'écris. J'avais peur. J'étais encore au Liban, mais étant au Cameroun. Ça m'a pris 5 ans après le Liban. Je cuisinais même parfois. J'oubliais qu'on met le sel, qu'on met l'oignon, qu'on met le cube. J'avais tout oublié. Il fallait que je regarde à côté pour voir comment on fait pour que je copie. C'est parce que j'avais en fait la volonté de sortir de là, parce que je ne voulais pas qu'on me répète, je t'avais bien dit. Je t'avais bien dit, surtout celui de mon grand frère. Donc, j'avais l'obligation de sortir de ce traumatisme toute seule. Je n'avais pas que toute seule parce que j'avais pas trouvé le bon profil. Parce qu'à un moment, mes sœurs aussi se moquaient de moi. Tu es allé au Liban, tu es rentré sans rien. Ça m'a beaucoup blessée. Je me suis pleurée chez mon grand frère. Il les a recadrés et tout est allé comme sur des roulettes, comme ça devait être. J'ai travaillé sur moi. Vraiment. À faire des affirmations d'abord. Je mérite d'être heureuse. Je suis heureuse. Je serai une grande femme. Je vais réaliser tout ce que j'ai prévu réaliser, coûte que vaille. Je vais être une grande conférencière. Je parlerai de mon histoire devant tout le monde. Ça fera un best-seller. C'est ce que je disais depuis. Avant même, je savais même pas. Je disais parce que j'écris depuis, je lis beaucoup et Agent Livre est seulement venu dans ma vie comme le truc là. Tu vois un peu, non? C'était comme par exemple, tu désires tellement avoir un verre d'eau et tu te retrouves seulement sur le chemin qui te mène vers le verre d'eau là. Donc, c'est comme ça que j'ai nourri ma tristesse en source d'inspiration. Je disais, parce que depuis, j'écris des petits romans et c'est ma petite sœur qui les lisait souvent. Et je disais que l'histoire, c'est celle que je vais écrire. Je ferais un best-seller. Et je gardais ça pour moi. Donc, je faisais des affirmations. Je priais beaucoup. Et je me suis inspirée depuis le Liban d'un coach spirituel de vie, Yala Vincent. C'est elle, en fait, parce que je regardais toujours ses vidéos. Comment est-ce qu'elle parle? J'ai fait les formations, je suivais sa façon de faire et ça incarnait vraiment la personne que je voulais devenir. Donc, c'est de là où part tout. Donc, bref, tout a changé au Liban. Mon inspiration, mes rêves, tout s'est défini au Liban, en fait. Comment mon patron gérait son équipe, qui était nous. Il se déplaçait avec 5 employés facilement. Ça, c'est ce que je voulais. C'est la vie là que je voulais. Donc, je disais que il fallait que je sois ça. Donc, avec les prières, les affirmations, le travail, j'ai commencé à vendre le poisson brisé en route. Comme je fréquentais à Istar, je faisais le coq. Je partais vendre, mes camarades de classe me soutenaient pour payer mon école. Je faisais le moratoire, je supplie le recteur et il m'accordait toujours. Bref, le temps là m'a appris que l'argent ne fait pas tout. Ne fait pas tout. Donc j'ai travaillé sur ma personne, je lisais beaucoup et j'écrivais beaucoup. Tout ce que je voulais. Donc dès qu'une idée me passait à la tête, je notais. Donc jusqu'à présent, j'ai toujours mon calepin de 2015-2016. Et du coup, bon, avant d'aller plus loin, et aujourd'hui, tu en es où de tout ça, de tes réalisations? J'aime me dire que... Parce qu'en plus du livre, quand même, tu as pu écrire. Oui. J'imagine que, est-ce que dans ce livre, il y a les affirmations que tu disais? Oui. Voilà, donc, je pense que ça peut être utile à beaucoup de gens. Parce que quand même, je salue ton courage de n'oser parler d'un sujet aussi délicat en public. C'est pas simple. Non.
que je décide de prendre ce programme à bras le corps. Mais il y a un truc, il y a quand même une question qui me vient à l'esprit, c'est d'où est-ce que tu tires toute cette force? Je crois que avant que j'aille au Liban, Dieu m'a préparé à ça. Ma mère a vécu aussi une situation très difficile financièrement. Elle a été accusée d'avoir détourné les millions. Ah, ok. On est quitté de 100 à 0, Ah oui, oui. à vraiment rien. D'une maison très grande, luxueuse, à une caravane, une carabote. Je sais même pas si on doit appeler ça comme ça. Donc, mais on dormait dans des conditions vraiment précaires. Mais je la voyais là seule, pas d'amis. Minuit, elle est debout, elle prie. Le matin, elle nous donne l'argent de taxi. Moi, j'étais à l'internat. Donc, à mes petites sœurs, elle donnait le taxi. Elle marche à pied, elle part à l'hôpital, elle revient, elle vend les épices ou elle partait même prendre... elle partait dans une boutique, elle peut prendre les petits vivres là, elle marche, elle vend, elle vient te donner ta part de bénéfice, elle prend pour elle. C'est comme ça qu'on vivait. Donc j'ai vu ma mère souffrir seule, avec nous 5, avec ma grande sœur et mon grand frère. Et c'est de là où partent toutes les leçons que j'applique jusqu'aujourd'hui, que mon grand frère nous donnait. On était souvent assises là et nous, je sais pas comment ça se passait, mais on s'inspirait beaucoup à l'époque de la musique. À l'époque, j'aimais le travail de Beyoncé. J'aimais le travail de Ben Deka parce que notre grand frère nous a fait écouter beaucoup de musique et il nous parlait beaucoup. C'est quelqu'un qui lisait aussi beaucoup. Donc, il nous enseignait toujours. Et on avait toujours le temps de rester comme ça. Quand je serai grande, je vais faire telle chose. Je ferai comme ça. Donc, c'est ça qui m'a nourri. D'accord. La lecture a été pour beaucoup aussi. Beaucoup. Et cette histoire, est-ce que tes parents la connaissent? J'ai jamais eu l'occasion d'en parler comme ça, face à face. Jamais elle a appris dans mon livre. Et quelle a été sa réaction? Ma mère est restée silencieuse. Ma petite sœur a pleuré à chaudes larmes. Mon grand frère, il a dit qu'il a dû surseoir la lecture parce qu'il n'arrivait pas à supporter. Et mes amis aussi, pareil. J'ai jamais eu le courage de parler comme ça, du début jusqu'à la fin. Et je croyais que je devais le faire sans pleurer. Mais c'est pas évident. Et pourquoi tu le fais du coup? Pourquoi tu en parles? C'est quoi le but? Le temps. Le temps a soigné beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te motive à en parler? C'est comme tu en parles, tu décides d'écrire un livre comme celui-ci. Le but derrière, c'est quoi? Le but derrière, c'est de transmettre. C'est que au fil du temps, je comprends que c'était nécessaire pour la personne que je voulais être. Il fallait que je comprenne ce que c'est que l'humilité. Il fallait que je comprenne ce que c'est que la paix. Le prix est quand même cher payé, quoi. C'est trop cher. C'est trop cher, mais la femme que je suis devenue, vraiment, j'achète. Ça t'a rendu plus forte? Très forte. À quel point? Au point où, quand j'ai les difficultés, je n'arrive plus à pleurer. Je n'arrive plus à... C'est-à-dire que je sais que ça va aller. Je n'ai pas besoin... Si je suis dans les problèmes et que tu viennes me dire « Ah, ça va aller », je sais. Ça va aller. Je me réfère à ce que j'ai vécu là 1 mois et demi pour dire que ça là, c'est rien. Non, vraiment, j'étais morte. Moi, je définis la santé que c'est le silence du corps. J'entendais mes organes fonctionner. Mon sang, si. Je dis que si tout était calme, je pouvais entendre, étant assise là-bas, le sang couler dans mes veines. Et aujourd'hui, tu dirais quoi aux femmes qui souhaitent aller au Liban? Du moins, qui sont... Bon, ouais, parlons du Liban.
J'ai eu une partie de ma thérapie en Égypte. Ah, tu as fait l'Égypte? Je suis allée en Égypte. Pourquoi l'Égypte? C'est un pays arabe. Et Pourquoi pas le Maroc? Pourquoi pas la Tunisie? Pourquoi... après, c'était un cadeau de ma sœur. Ok, d'accord. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Je suis allée. À l'aéroport, j'ai eu un petit traumatisme. Parce qu'il fallait qu'on nous enregistre. Et le temps là, je paniquais. Je paniquais vraiment. Je savais pas si on va venir prendre nos passeports. Si on avait pris nos passeports même pour nous enregistrer. Donc, c'était pas facile de gérer le stress. Mais avec ma sœur là à côté, ça m'aidait. Oui. Donc, je suis entrée et j'ai vu, on me traitait bien. J'ai vu que on ouvrait la porte pour moi. Et que ce sont les Arabes qui me respectaient. Tout de suite, ma façon de penser a changé. Et mon fils, il est tombé amoureux d'une petite fille là, libanaise. Je les ai vus là. Et la fille qui gardait la petite fille là était une Camerounaise. Et je lui ai demandé, pourquoi le Liban? Elle me dit qu'elle est allée chercher l'argent, elle veut réussir. Donc j'ai posé les questions que si on m'avait posées avant, je devais être capable de répondre. Et je voulais être sûre qu'elle sait où elle est. C'est quoi comme question? Et je lui ai demandé, on te traite bien? Elle me dit très bien. Je lui ai demandé, tu manges bien? Elle me dit oui, comme je veux. Et c'était vrai? Ça se voyait. Avec sa patronne, elle voyageait, oui. Moi, je voyais, c'était vrai. Et je lui ai demandé, tu es heureuse, ça fait combien de temps? Elle me dit, j'ai fait 2 ans et j'ai renouvelé mon contrat. J'ai dit, d'accord. Ça veut dire que, d'une part, peut-être c'est moi qui étais le problème. Et donc, je lui ai demandé, tu ne te sens pas esclave? C'est vrai qu'elle a fait, non. Et puis, j'ai compris qu'elle a accepté leur culture. Elle a accepté leur façon de faire. Parce qu'il y a toujours ça. Quand je les voyais, je revoyais tout ça. Mais moi, je n'avais pas accepté ça parce que, justement, j'ai compris que Dieu m'a enseigné aussi que il faut servir. Avant d'arriver au top, il faut servir. Accepte servir. Et moi, je croyais que je devais arriver là-bas, tout serait comme sur des roulettes. Mais Dieu m'a dit, c'est d'abord. Donc, comme j'étais têtue, il fallait qu'il m'enseigne bien. Tu penses que c'était ça l'enseignement? Bon, moi, je choisis de prendre ça comme ça. Ok, d'accord. C'est le choix que tu fais. C'est le choix que je fais. C'est le choix que tu fais. Et du coup, tu m'as dit que tu as un enfant. Tu es en couple, tu es marié. Non, je suis célibataire. Bon, au-delà de tout ça, la dernière question que j'aurais à te poser, ou du moins l'avant-dernière, ce serait celle de savoir c'est quoi le plus beau moment de ta vie? Il y avait un jour, quand j'ai commencé à gérer le snack, et j'ai dit, parce que ça tombait, justement, comme je dis, je suis manager qui relève les entreprises. Comme ça tombait, mon patron a sollicité que je prenne la relève. J'ai pris la relève, j'ai organisé un événement pour réouvrir l'entreprise. Oui. Et en faisant les inspections pendant la soirée, je me suis regardée, j'ai vu la salle est pleine. Alors qu'ils ne vendaient même pas à 100 000. La salle était pleine à craquer. Et c'était moi le chef. Une petite femme comme ça. J'ai regardé en arrière. Et j'étais fière de moi. Donc mon plus beau moment, c'est le présent. C'est que j'ai surmonté tout ça. Et je me retrouve là. Je suis pas morte. Ça veut dire que ça va. Ça veut dire que je vais réaliser mes rêves à la hauteur de mes désirs. Voilà mon plus beau moment. Et ça ne finit pas en fait. Parce que chaque épisode que j'ai vécu au Liban, que ce soit dans la cuisine, que ce soit comment je vivais avec eux, que ce soit comment j'interagissais avec mes collègues, m'a donné une leçon. Et il y a des situations aujourd'hui que je me retrouve et quand je regarde en arrière, je regarde maintenant, je suis fière de moi. C'est le présent.
c'est que je me retrouve là et que ça va. En tout cas, après t'avoir écouté, on se rend compte qu'on n'a aucune excuse. En tout cas, moi, je tiens à féliciter ton courage, Merci. ta détermination et surtout ta capacité à voir derrière des situations aussi exécrables un petit bout de lumière. En tout cas, c'est fort. Je pense que c'est un peu ton Sambassa aussi qui a parlé, le Hemley. Peut-être, oui. Le Hemley. Mais quand même, on va dire que Samuel Eto'o, quand même, de ce que j'ai compris, Samuel Eto'o a été pour non, beaucoup. j'aimerais le rencontrer. Et s'il y avait un message que je souhaiterais adresser à Samuel Eto'o, ça serait lequel? Ta caméra est juste là. Merci. Merci parce que tu m'as sauvé déjà à l'hôpital. Et merci parce que peu importe les obstacles, quand moi je te vois à l'écran, je me vois. Je vois son courage, sa détermination. Il ne se laisse pas faire dans le calme. C'est le calme là même, prendre de lui. Et donc moi je dis merci. Je ne peux que lui dire merci parce que, et 2 fois, il m'a donné les honneurs. En Égypte aussi, je partais acheter le parfum et on m'a demandé, tu es de quel pays? J'ai dit, le Cameroun. Ah, donc tu connais Roger Milla et Samuel Eto'o? Je dis oui. Il m'a dit, mais madame, asseyez-vous. Sans blague. On m'a donné je te dis, on m'a donné la première place. On m'a donné même un parfum gratuit. Les essences, c'est pas les parfums divers là, non. Les essences, il m'a donné un parfum même il m'a donné le nom d'une célébrité là qu'il achète souvent, Dior, achète chez eux. On m'a respecté. Juste Parce que j'ai dit que je viens du Cameroun. de Samuel Eto'o. De Samuel et de Roger Eto'o. Milla. Donc moi je dis merci. Donc, bon. C'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Hein. Ah ça. Parce que chez nous ici, on a tendance à tirer Samuel Eto'o un peu par la poussière et tout, machin, le traîner dans la poussière et tout. Mais bon, si je peux dire ça comme ça, moi Samuel Eto'o en tant que footballeur, moi il m'intéressait pas. Ah ça, moi en non tant que plus. footballeur, Samuel Eto'o ne m'a jamais Parce intéressé. qu'avec mon patron, pendant la Coupe du Monde, on partait souvent voir le match. Mais moi, ça ne me disait rien. Seulement parce que j'étais assise avec les grands. Oui. Mais je vous dis les grands, hein. Mais j'ai dit, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a? Et c'est son parcours après le football qui définit ce monsieur. Ouais, en effet. Parce que moi, c'est après quand j'ai réalisé tous les challenges qu'il faut pour rester au top niveau. Je me suis dit, parce qu'avant, on a pour habitude de dire que les sportifs, les footballeurs, les rugbyman, ils n'ont rien dans le cerveau. Mais quand on comprend le mindset qu'il faut avoir pour rester au top, c'est pas facile. On a vite fait de se rendre compte qu'en fait, il faut respecter. Quand vous voyez quelqu'un qui excelle dans son secteur, il faut respecter parce que ça demande d'avoir un état d'esprit de malade. Donc moi, justement, c'est après le foot que j'ai essayé de revoir le parcours du gars, de l'écouter. Et c'est là que j'ai commencé à avoir du respect, non pas pour le footballeur, mais pour l'homme. Pour l'homme. Beaucoup de respect. Après, comme tout le monde, il n'est pas parfait. Non. Mais bon, si celui qui est parfait, il vient aussi nous dire qu'il est parfait, on voit. Donc vraiment, beaucoup de respect. Peut-être que ce message lui parviendra ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'était important. Dernière question, derrière, ensuite on va mettre un terme à ce podcast. Si tu devais aller au restaurant avec 3 personnes, vivantes ou décédées, qui est-ce que tu inviterais? Aujourd'hui? Oui. Ma mère. Pourquoi ta mère? Parce que elle est la définition incarnée du courage. Je crois que c'est d'elle que je tiens ce courage. Sinon, je serais partie depuis. Mais quand je l'ai vue souffrir, acheter les biscuits, revendre, aller donner, acheter les épices, revendre, venir remettre, je n'avais pas d'excuse. Ma mère. La deuxième personne, c'est mon grand frère. Lui, il est plein de sagesse. Vraiment, si je garde un adage de lui depuis petite, si tu as la volonté, ta force sera à la hauteur de tes désirs. Lourd. Ça, depuis que j'ai 15 ans, c'est ça qui nous fait grandir. Quand ma mère a eu les plus graves problèmes, c'est ça qui nous a fait tenir. On n'est pas entré dans la précarité. On a eu les meilleures notes à ce moment-là. Si tu as la volonté, ta force sera à la hauteur de tes désirs. Lourd.
Lourd. Oui. Et troisième personne? La troisième personne, c'est l'occasion d'inviter mon mentor. Et c'est qui? C'est Inyala Vincent, mais elle n'est pas camerounaise. Elle est libanaise? Non. Elle est américaine. Oui. Mais elle, je vous dis, c'est elle qui m'a transformée. Elle m'a transformée totalement. Mais l'énergie que j'ai aujourd'hui, ça commence chez elle. Voilà les 3 personnes qui m'ont transformée dans ma vie. Super. Oui. Bon, ta caméra, elle est là. Oui. Si un dernier message que tu aimerais qu'on retienne de toi, de ton passage sur ce podcast, ça serait lequel? Aujourd'hui, je vous vends l'échec. L'échec dans le sens où c'est l'unité fonctionnelle de la réussite. Que les jeunes ne pensent pas que tu peux avoir 1 million sans souffrir. Même si on te donne la formule, c'est dur. De trouver 10 clients, c'est facile à dire 10. Mais il y a des jours où tu ne vois même pas là où ça passe. Il y a des jours où on t'insulte. Aujourd'hui, je veux vous dire que le déclic, c'est le rêve. Dès que tu demandes à l'univers la grandeur, il entame le processus de l'enseignement. Donc que l'échec ne soit pas... Moi, je voudrais qu'on parle de l'échec parce que les gens passent vite à côté. Il y a des gens qui restent dans l'échec parce qu'ils restent traumatisés. Donc aujourd'hui, moi, je vous vends l'échec. Acceptez de vivre le processus. C'est beau quand tu te retrouves que tu as pu finalement payer tes créanciers ou que tu as pu finalement payer la maison, le loyer, alors que c'était tellement dur, ou que tu as trouvé le moyen de payer l'école des enfants alors que c'était très dur, ou que tu t'es relevé d'un mariage qui a échoué alors que c'était très dur, ou que tu t'es relevé d'un deuil, tu as perdu un enfant alors que c'était pas facile à vivre. Ça vous a sûrement enseigné quelque chose et je vous invite à lire. Le secret, moi je vais toujours vous dire merci, Valère, mais plus à Grâce parce qu'elle m'a beaucoup poussé. C'est pas pour rien qu'on avait mis Grâce sur ton dossier. Elle m'a poussé celle-là. Non, elle a quelque chose de particulier. Elle a toujours des dossiers qui ne sont pas simples. Ouais. Non. Je sais. Et vraiment merci parce que si les jeunes pouvaient s'intéresser à ça plus, moi je parle plus aux femmes, qu'on a plus besoin de matière grise tout à fait. que des greffes. Ah ouh, oui. Belle punchline, hein? Ouais, que on a des greffes. Plus besoin de matière grise que de greffes. Lourd. On a plus besoin des femmes. Et la femme, c'est l'unité de mesure du monde. C'est-à-dire que sans la femme, rien ne marche. Mais si on a des femmes qui portent rien que des greffes et qu'il n'y a rien dans la tête, ça ne va pas. Parce que c'est nous qui définissons comment le monde va aller. Si on n'a pas ça, c'est un problème. Donc moi, j'invite surtout les femmes à lire. Si le week-end de l'écrivain organise un événement, assistez. La conférence de l'entrepreneuriat africain, assistez. Des petits séminaires, comme j'organise aussi un séminaire Business Talk, assistez. Intéressez-vous à ce qui donne la valeur, les principes, qui développent. Parce que chez le blanc, ils sont en avance. Et nous, on n'a pas encore à ce niveau-là. On a encore besoin de travailler la fondation. Donc, il y a des petites choses qu'on fait maintenant qui n'est pas encore permis chez nous. Et ici, là, si moi, je suis arrivée, si je suis quittée de 0 à avoir 50 millions à la fin de l'année, c'est possible. C'est très possible. Donc, on peut réussir. La volonté. Tout est possible. La volonté, tout est possible. Et on a besoin de plus de matière grise que de greffe. C'est ainsi que s'achève ce énième épisode du podcast Argent Livre. Merci de nous avoir écoutés. Donc, si jamais vous souhaitez soutenir l'auteur, parce que je pense qu'il y a maintenant un combat qui est louable, bon, on vous met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et peut-être que vous connaissez quelqu'un qui aura peut-être envie de lire ce livre, Le miracle est un processus. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cela étant dit, on se donne rendez-vous ce 3 mai du côté de l'hôtel Intercontinental à Paris pour la 4e édition du week-end de l'écrivain.
On est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano.